Donc, notre nouvelle structure est basée sur la transformation de pommes de terre, de bananes, plantains, tubercules, ainsi de suite. Donc, nous avons ici une formation en aile d'une ligne de production, à savoir une machine d'élévateur qui nous permet de mener nos pommes de terre, que ce soit les pommes de terre, tubercules, patates, vers la machine suivante. Pour savoir, en avançant progressivement, nous avons affaire à une ligne de production de machines qui peuvent agir automatiquement de haute qualité pour garantir vraiment une perfection au niveau du produit fini. Vraiment, c'est vraiment important. Cette machine élévatrice est munie d'un système de vitesse qui peut être réglé, d'accord, par rapport à votre progression de transformation ici. Et là, nous avons la machine à pelage, munie aussi d'un système circulaire qui permet de projeter progressivement nos pommes de terre afin d'être nettoyées, qui a en disposition aussi de jet d'eau qui permet de rincer, brosser aussi et peler. Ici, c'est pour de l'eau chaude, afin d'éliminer par exemple l'amidon, pré-cuire notre produit, parce que là on a encore affaire aux tranches de pommes de terre, avec une température de entre 65 et 90 degrés. D'accord. Donc, avec un système de rotation de gauche vers la droite, permettant aux pommes de terre, différents des autres machines, permettant aux pommes de terre vraiment de se blanchir. Et ça, son importance, c'est que lui, il permet de bien conserver la couleur des pommes de terre. La machine de mélange, assaisonnement, avec un système de rotation de la gauche vers la droite qui tourne, qui mélange progressivement de manière uniforme chaque chips doucement et descend par ici, qui a aussi un système ici de vibration pour faire descendre progressivement nos pommes de terre. En montant progressivement, il vient sur la machine de talonnage, l'une des machines les plus importantes, donc qui va être contrôlée par notre tablette, système de tablette pour voir quel grammage, si on part dans du 500 grammes, comment il doit être respecté, donc se rassurer que le grammage est bien respecté sur la machine et voir sur le test donc pour le système de lâchage des pommes de terre est bien respecté et après tombe sur notre machine d'emballage. Donc, machine d'emballage de haute catégorie, de haut niveau quand même, qui, grâce à son système laser, arrive lui-même de manière autonome de mesurer la dimension de l'emballage par rapport au grammage, si nous sommes sur du 55 ou du 100. D'accord. Le processus de production qui peut être automatique ou manuel peut être géré donc par un système de lavage, une trie, muni d'un transport élévateur qui peut être aussi réglé. Donc, après un blanchiment, ensuite, après un blanchiment, transfert dans la machine à frire, après des huilages, assaisonnement, emballage. Sogada existe déjà depuis un certain temps. Là, nous sommes dans notre exploitation, production chips, bananes, taros, pommes de terre et autres. Ça sous-entend que pour faire fonctionner à plein temps cette machine sur 8 heures, enfin 8 heures, il va y avoir au moins 2 ou 3 quarts. D'abord un quart au premier temps pour voir comment le marché va se comporter et puis on va monter en puissance. Donc systématiquement, si un quart occupe déjà une quinzaine de personnes, vous comprenez que le deuxième quart, il va en avoir 15, le troisième quart, il va en avoir 15. Donc en gros, on peut se retrouver facilement déjà, rien que pour ce segment, avec à la clé 45, voire 50 personnes à l'emploi direct. Avant de lancer, de s'engager dans ce domaine de production de chips, bananes et autres, nous avons fait le tour. On a fait quand même une expertise, on a fait du terrain et on a bien vu que beaucoup de nos mamans
perdent de la banane quand elle n'est pas vendue en temps réel. C'est-à-dire une banane qui est conservée plus de 2 semaines ou bien plus de 10 jours, fait en sorte déjà qu'elle ramollit et qu'elle périsse. Donc, du coup, nous avons pris en compte ces paramètres et nous avons aussi démarché auprès de toutes nos mamans le long de la route, à l'intérieur du pays, pour faire en sorte qu'elles produisent. Ce n'est pas qu'elles ne produisent pas, mais c'est souvent les voies d'évacuation, d'écoulement. À partir du moment où on va être un consommateur, on sait qu'on peut produire et on sait à qui s'adresser pour pouvoir écouler ces produits. Donc, systématiquement, naturellement, il y a tout un micro-système économique qui se mettra autour de cette exploitation. C'est vrai que nous sommes au segment industriel, mais nous avons 2 types de bâtiments. La première poussinière, c'est une poussinière industrielle, mais semi-ouverte. Ça fait que quand il fait trop chaud ou qu'il y a coupure d'électricité, surtout quand il y a coupure d'électricité, on enlève les bâches, on monte les bâches manuellement et en ce moment, c'est aéré naturellement. Quand il n'y a pas de coupure, ben, ça reste fermé parce que les poussins sont encore très fragiles. La différence avec le bâtiment que nous avons sur notre droite, c'est que c'est aussi une poussinière industrielle, mais dynamique, donc complètement hermétiquement fermée, pour faire en sorte qu'on ait une maîtrise de la fluctuation de chaleur ou de fraîcheur. Et là, si on a dit que c'est, par exemple, le froid est à 1%, admettons, eh bien, ça restera 1% pendant toute la durée de vie dans le bâtiment. C'est ici où on commande tout avant d'entrer. Et en général, quand on est de ce côté, excepté les personnes autorisées à entrer, ceux qui sont dédiés à ce bâtiment, ils ne peuvent plus aller dans un autre bâtiment. Ils ne restent que dans ce bâtiment pour respecter le principe donc, de biosécurité qui nous évite d'apporter ou de transporter des maladies, des bactéries. Voilà. Et donc là, vous avez la profondeur. C'est ça l'élevage en cage. Quand ils viennent, les poussins d'un jour, nous les mettons en cage. Toutes ces cages avec des abreuvoirs, tout ce que vous voyez. Et ça a une capacité de 15 000 poussins d'un jour en une fois. Donc ils arrivent par bande de 15 500, 15 600. Ici, c'est une forme de réacteur qui va irradier la chaleur. Et il y a des ventilateurs qui vont faire en sorte que ça soit diffusé dans tout le bâtiment. Et ça va régler maintenant avec les sondeurs, on détermine la température dédiée à l'âge du poussin jusqu'à ce qu'il ait totalement atteint ses 4 mois et de 4 mois avant maintenant le basculement, donc le transfert vers les grands poulaillers, donc les grands bâtiments maintenant où elles vont résider jusqu'à fin de potentiel de leur activité. Là, vous avez des silos. Et puis, en arrière-plan, vous avez donc tout le dispositif qui sort la fiente de l'intérieur pour l'extérieur. Là où maintenant on va récolter, parce qu'on ne fait pas la manutention à l'intérieur. Bonjour à vous, je suis mademoiselle Liamongoy Laïka, responsable du service tri et conditionnement à la Société gabonaise de développement agricole. Alors ici nous sommes au service de tri et conditionnement. Comme vous voyez, nous sommes en pleine activité.
c'est en quelque sorte le terminus de la chaîne de travail ici à la ferme. Donc de manière quotidienne, nous récoltons les œufs dans les différentes pontes, les différents poulaillers, que ce soit à la zone industrielle, que ce soit à la zone artisanale. Nous les acheminons ici à la tri et nous les conditionnons. Ça veut dire que nous trions les œufs déjà de visio pour enlever les œufs qui sont sales, les œufs qui sont mal formés. Ensuite, par le canal de la calipreuse, la machine que nous utilisons, nous essayons de repartir les différents œufs selon leur taille, selon leur poids, et nous les reconditionnons pour les envoyer au service commercial. Nous sommes dans un bâtiment de ponte industrielle fermé. Le bâtiment, il est complètement fermé. Il est différent des poulaillers que vous avez vus à côté qui sont semi-fermés. C'est un nouveau bâtiment. Donc, les choses sont un peu différentes parce qu'on vise l'amélioration des conditions de travail des employés à la Sogada. Alors, comme on venait de dire tout à l'heure, les éleveurs ici ne doivent pas rentrer pour faire la récolte des œufs. Contrairement à ce que vous avez vu là-bas, il y a des agents à l'intérieur qui récoltent des œufs dans les différents couloirs. Ici, c'est un peu plus automatisé. C'est-à-dire que les poules pondent des œufs dans les cages. Les œufs sont acheminés sur des pondoirs, sur des tapis, comme vous voyez. Et ceux qui vont récolter les œufs vont s'arrêter juste à ce niveau. Par le canal des pédales qui sont en bas, elles vont activer les différents tapis qui vont acheminer les œufs à ce niveau. Elles vont juste récolter et poser sur des palettes et après les œufs seront acheminés au niveau de la tri, là où nous étions tout à l'heure. À partir du moment où nous avons 3 segments, nous avons 2 segments. Nous avons le segment artisanal qui, quand même, nous amène à former les jeunes compatriotes qui sont désireux d'apprendre le métier d'aviculteur. Là, déjà, il y a déjà un rendement, une offre d'emploi stable. Maintenant, l'artisanal ne peut pas nourrir tout un peuple comme le nôtre. Donc, il faut bien pouvoir s'adapter pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture en termes de production. Si l'artisanal apporte, parce qu'il y a plus de manipulation humaine, on apprend le métier, mais l'industrie fait en sorte que nous ayons plus en termes de capacité de production et de stabiliser le marché pour qu'on ne dise pas, écoutez, les Gabonais, ils font de belles choses, certes, mais c'est jamais dans la durée, parce qu'il y a des ruptures. Il faut commencer à penser comme ça. Et puis, nous faisons aussi des affaires. À cet instant, on joint l'humain qui est au centre de tout, mais il y a la performance par la mécanique. Ça n'empêche pas que de ces bâtiments ne peuvent entretenir, c'est des humains, ne peuvent faire en sorte qu'il y ait une stabilité, c'est des humains. Donc, ces bâtiments nous offrent déjà une opportunité d'emploi stable pour ceux qui vont être retenus après des différents essais. Parce que c'est une haute technologie. C'est vrai que nous avons eu des partenaires qui sont venus pour la formation de notre personnel. Il y en a qui sont sortis de l'eau. Mais comme vraiment c'est une technologie à la pointe, nous faisons en sorte qu'il y ait encore un peu plus de suivi avant de lâcher tout le monde. Mais l'emploi est là. Nous vous remercions d'abord de nous avoir honoré la Sogada, de votre présence massive et de nous donner l'opportunité de communiquer sur la raison d'être, la création de la Sogada. La Sogada est créée en 2013 et nous avons commencé à chercher des sites pour abriter notre projet de vie, dit Sogada, dans le secteur. Et donc en 2017, nous avons pu obtenir un accord avec les partenaires riverains, puisque c'est des terrains à l'origine ancestraux, même si c'était la forêt primaire. Et nous avons fini par donc dédommager les populations. Voilà pourquoi nous entretenons donc un bon voisinage.
et après payer l'État gabonais pour pouvoir sécuriser notre investissement par l'acquisition de titres fonciers. Donc en 2017, nous avons commencé à déforester et la superficie globale du site de la ferme Sogada est de 162 hectares. Et sur le bâti, aujourd'hui, nous sommes pratiquement sur 20-25 hectares. Alors, donc, nous avons la partie vie, nous avons donc les 3 segments. Segment 1, l'élevage artisanal, le segment 2, l'élevage industriel. Donc, en venant ce matin, nous avons donc visité l'usine de production de chips. Je ne reviendrai peut-être pas là-dessus, puisque nous avons suffisamment expliqué les biens fondés de cette unité industrielle pour faire du Made in Gabon. Alors donc la Sogada est née tout simplement parce que nous avons un défi gabonais, c'est l'autosuffisance alimentaire. Les autorités de la République, depuis la nuit des temps, ont toujours prôné l'autosuffisance alimentaire. Et c'était à nous, en tant que Gabonais, en tant que promoteurs économiques et en tant que spécialistes du domaine, à s'installer et d'appeler aussi d'autres investisseurs à faire en sorte que nous puissions ensemble atteindre l'objectif tant souhaité de l'autosuffisance et de sortir de la dépendance de l'importation de tout ce que nous consommons. Voilà pourquoi la Sogada a vu naître, et puis parce que la Sogada aussi c'est un état d'esprit, c'est une vie, c'est un projet de vie. Parce qu'autour de tout ce qui est poule pondeuse, in fine poulet de chair, il y a la vie. Parce que c'est pas mécanique, c'est d'abord l'être humain qui est au centre de tout, puisque le Créateur crée les humains. Toute espèce vivante sur Terre a besoin d'amour. Et nous pensons qu'à la Sogada, au-delà de faire du chiffre d'affaires un jour, il y a d'abord cette dimension humaine qui importe. Donc notre contribution au niveau national, c'est d'amener notre pays à sortir donc plutôt de l'importation et de pouvoir produire localement et maîtriser notre production pour que ça impacte positivement sur la vie des populations vivantes. C'est d'abord les hommes au centre de tout. On peut tout faire, on peut avoir tous les process possibles, mais si les hommes ne suivent pas, on ne réussit pas. Quand on a balisé, nous avons maintenant les principes de biosécurité. C'est-à-dire qu'un homme, grand H, part de chez lui le matin, arrive, avant d'accéder au poulailler, doit pouvoir prendre une douche, parce que nous avons ce dispositif où la personne prend sa douche, rentre dans un deuxième sas, et donc d'abord ôte sa tenue de ville, rentre dans un deuxième sas, prend sa douche, rentre dans un troisième sas pour pouvoir prendre sa tenue de travail et accéder au bâtiment d'exploitation. Ça fait qu'on minimise déjà le risque de contamination. À cet instant, nous allons faire en sorte que, une fois ce principe respecté de tous, ça fait déjà 50% du travail. Après, maintenant, c'est le suivi, c'est le suivi sanitaire, c'est les vaccins qu'il faut renouveler à temps, qu'il faille anticiper, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, il y a la qualité de l'aliment aussi qui fait la différence. Et la qualité de l'eau. Parce que dans notre exploitation, et c'est de manière, je veux dire, universelle, 75% de taux de réussite, c'est d'abord la qualité de l'eau dans l'élevage d'oiseaux et autres. Donc, nous faisons vraiment un effort certain pour faire en sorte qu'on ait la qualité de l'eau qui va faire en sorte que 75% du travail soit fait et après il y a l'aliment et puis le côté hygiène de l'espace vie avec tout ce qu'il y a comme reptiles et tout le reste parce que nous sommes quand même en pleine forêt. Tout ceci est maîtrisé et ça fait qu'on est à minimiser. Maintenant, le risque zéro n'existe nulle part au monde, mais je pense que nous avons avec le temps pu développer certaines notions, certains réflexes, parce qu'au tout départ, du côté artisanal, on pouvait en une nuit perdre 600 sujets, en une nuit, en 2 jours, perdre 1000 ou 2000 sujets, voire même des fois 5000 sujets. Avec le temps, on a corrigé. Aujourd'hui, on pense qu'on a maîtrisé l'environnement et on a maîtrisé notre métier. Voilà pourquoi nous sommes partis de l'artisanat à l'industrialisation. Il faut dire qu'en termes de main-d'œuvre, il y a déjà que nous avons une centaine d'agents sur site
par rapport à l'existant. Là, nous venons de découvrir de nouveaux bâtiments de dernière génération qui va devoir encore nous amener à garantir un certain nombre d'embauches, en gros encore une centaine. Parce qu'au-delà des bâtiments, il y a tous les petits services connexes. Il y a la gestion de la fiente, il y a la gestion de l'espace vert. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses autour de l'exploitation. Maintenant, le segment artisanal aujourd'hui, nous avons 10 bâtiments artisanaux, donc 10 poulaillers artisanaux, avec une capacité d'accueil de 25 à 30 000 sujets. Ça, c'est vraiment le segment artisanal. Et nous avons donc le segment industriel où les premiers bâtiments, premiers bâtiments d'exploitation, on était à une capacité de 60 000. Aujourd'hui, plus 60 000, puisque les deux bâtiments de dernière génération ont une capacité chacun de 30 000. Donc, vous voyez qu'on passe de 60 000 à plus 60 000, donc ça va faire 120 000 présentement quand on sera en pic de ponte et quand on aura rempli tous les bâtiments, on passera donc pratiquement de 80 et quelques sujets, 85 000 sujets à 150 000 sujets d'ici premier trimestre 2026. Et donc ce n'est pas rien. Et là, ce sera déjà 100 personnes plus 100. Et quand on va rajouter les 50 donc de l'usine de fabrication, de production de chips, ce sera encore une cinquantaine. Et ajouter à ça, nous pensons, puisque cette question m'a été posée, je pense l'avoir un tout petit peu éludée, mais je reviens là-dessus tout simplement parce que le problème réel que nous avons dans l'exploitation au niveau national, c'est d'abord l'aliment. L'aliment qui dépend de l'extérieur parce que nous sommes obligés d'importer l'aliment. Et l'aliment dans notre chiffre d'affaires représente déjà 75% de notre chiffre d'affaires brut. Et quand on a déjà 75% qui part dans l'aliment, il ne reste que 25% du chiffre d'affaires. Après, il y a tout ce qu'il y a comme charges fixes et variantes. Donc du coup, c'est un gros problème. Le fait de planter nous-mêmes du maïs et du soja, in fine, dans notre pays, parce que ça va aider non seulement le gouvernement gabonais à atteindre ses objectifs, qui sont louables, parce que nous tous, nous aspirons à ça pour notre pays, pour cette indépendance, cette souveraineté alimentaire. Maintenant, ça passe par les prérequis, et ça fait partie des prérequis de pouvoir organiser des grands champs de planting de maïs, du soja, et de transformer localement. Ça fait qu'on pourrait passer de 75% de charges d'aliments importés à peut-être 50 ou 40%. Ça pourra systématiquement faire décoller l'aviculture au niveau national. Le message et l'objectif, c'est déjà de dire qu'il y a un savoir-faire gabonais. Gabonais. On a tous rêvé de ça. Maintenant qu'on a quelques-uns qui sortent du lot, c'est au fait de pouvoir dire nous encadrons, nous donnons une lisibilité à ceux-là. Donc, vous représentez le quatrième pouvoir, vous êtes la presse, et puis en même temps, c'est de dire, écoutez, on fait des choses, ce n'est pas connu du grand public, ce n'est pas connu de contribuables, vous mangez ce que nous produisons, mais personne ne connaît d'où ça vient. Maintenant, on a la capacité de dire, bon, on met un visage, on met un nom, on met un visage sur un nom, on met un espace, on a une adresse, c'est Meyang, à Prentum, au PK55, c'est là où on produit le porc, qu'on mange dans les grandes surfaces, qu'on consomme. C'est là où on produit les œufs de table de qualité, parce que nous mettons un accent particulier sur la qualité de nos aliments, qui, in fine, impacte sur la saveur de l'œuf. Vous savez, nous importons de l'aliment fait à base de maïs et du soja, pendant que localement, l'aliment est à base du blé. Donc la saveur n'est pas la même. À cet instant, nous disons, voilà les petites subtilités qu'il y a autour de notre exploitation qu'il faut bien découvrir. Parce que si vous partez auprès des grandes surfaces, vous mangez du porc, mais vous ne savez pas d'où il vient. Aujourd'hui, vous savez que vous pouvez venir directement à la Sogada aussi. On peut toujours préparer pour satisfaire à la commande des particuliers. Parce qu'on a un point de vente du côté de l'Alala où ici, ça sert d'entonnoir. Plutôt, on sert de production sur le site et puis à l'Alala sert d'entonnoir pour après ventiler avec nos différents revendeurs.
et on livre les grandes surfaces. Donc c'est ça l'objectif, parce que on ne communique pas suffisamment et on pense que nous ne savons pas aussi faire. Tout à l'heure, vous avez vu que, bon, que ce soit du segment production de chips, segment artisanal que segment industriel, que ce soit de la maintenance, c'est des Gabonais, c'est des frères venus d'ailleurs qui sont venus avec une expertise bien précise pour former, parce que nous avons quand même aussi à veiller sur le transfert de technologie. Les premiers bâtiments industriels, c'est une technologie sud-africaine. La deuxième technologie qui est de dernière génération, c'est des technologies européennes. Donc, chacun avec sa spécificité, il faut pouvoir s'arrimer, former nos jeunes pour faire en sorte qu'on ne dépende pas, qu'on ne soit pas tributaire de nos fournisseurs ou des fabricants de ces dispositifs. Et c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que nous avons quasiment réussi à 95% le transfert de technologie et c'est du Made in Gabon 100%.